destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Anne. Bonjour Félix, bonjour Reynald. Bonjour Reynald. Nous nous retrouvons donc pour la suite de notre émission. Nous te retrouvons Reynald à Oslo où tu prends quelques jours de congé en famille. Alors Anne, tu nous racontais à la dernière émission comment avait été ta dernière mission qui s'est déroulée cette année en 2025, que c'est une catastrophe terrible, que ce soit pour l'aide alimentaire, la malnutrition, des conditions de soins qui sont inacceptables, que c'est un désastre et que tout est à terre. Tu es rentré, tu nous parlais en finale de tes collègues nationaux qui sont contents de vous voir arriver des héros comme vous, mais ils sont eux-mêmes des héros. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de ce qui s'est passé en fait en début d'année. Là, on a eu un Donald Trump qui est arrivé, et est-ce que le fait que Donald Trump soit arrivé a changé la donne pour la Palestine et pour l'aide humanitaire? Est-ce que vous pensez, est-ce que les Palestiniens et toi pensez qu'il y a eu un cap de passé? Je ne peux pas prononcer par rapport aux Palestiniens, je ne les connais pas assez bien pour prononcer. Pour MSF, oui, ça a un impact conséquent, puisque quand UNCED, l'aide américaine, est retirée de plein de programmes internationaux, ça a forcément un impact sur nos activités également. Je ne dirais pas pour la Palestine, je ne sais pas exactement. Mais quand UNICED retire tout l'argent qu'ils mettaient dans des programmes alimentaires dans plein de pays du monde, ça a un impact sur les autres ONG autour qui doivent combler ou trouver des subsides. Nous, on est indépendants, on n'est pas dépendants de ce qui est donné par les États. Par contre, le fait est que les gens vont venir sur les ONG qui fonctionnent encore et vont demander de l'aide. Donc, on va avoir beaucoup plus de patients. Ça sera dans d'autres pays. Je parle pas pour Gaza. Gaza, c'est particulier, ou la Palestine, c'est très particulier. Quand les Nations Unies sont embêtées ou empêchées de faire le travail, comme la PAM ou comme WHO, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, on ne peut pas rentrer des médicaments parce que, oui, vous avez une administration qui soutient un État démocratique qui ne respecte pas les lois internationales et les conventions de Genève du droit humanitaire, c'est-à-dire le droit à l'alimentation, à la sécurité, aux soins pour les populations civiles. Oui, vous êtes embêtés, ouais. Et puis surtout, pour nous, le droit humanitaire n'est plus du tout respecté. Il n'a pas été du tout pendant cette guerre-là, ni des deux côtés du spectre, aussi bien du côté groupe armé palestinien ou armée israélienne. Donc, on n'est pas embêté par les groupes armés palestiniens. Par contre, on est empêché de faire notre travail par l'armée israélienne. Ça, c'est sûr et certain. Quand vous avez 3 mois de blocus, ça c'est jamais vu de l'histoire de l'humanité. Enfin, depuis la Deuxième Guerre mondiale, 3 mois de blocus. Donc, la catastrophe, c'est pas une catastrophe naturelle, c'est une catastrophe provoquée. Quand les gens meurent de faim, il y a des enfants qui meurent de faim, ou des gens qui sont sous-nutris, ou c'est provoqué. Ça pourrait être très bien empêché. Si on nous laissait faire le boulot, il n'y aurait aucun problème. Vous avez le programme alimentaire mondial qui est très très capable de gérer. On a des centaines et des milliers de camions qui attendent en Égypte. Et on est empêché de faire le boulot, c'est tout. Je l'ai déjà dit avant, c'est inacceptable, mais c'est une violation totale du droit humanitaire. C'est un génocide. En plus, vous laissez faire les Américains avec leur super plan à la mort moelleux, parce que c'est vraiment un mort moelleux, quoi. Quand ils disent venez les humanitaires, vous allez nous aider à faire la destruction alimentaire. Mais nous on veut pas ça, quoi. C'est pas ok du tout. C'est un système discriminatoire, militarisé, où ils veulent nous mettre dedans, privatiser, simplement pour les intérêts d'un camp. Les humanitaires, non, on n'est plus neutre. On prend des risques. Et vous avez vu le résultat. C'est des dizaines et des dizaines de gens qui ont été tués par des drones et par des tanks. Ils sont pas armés, ces gens-là, ils viennent pour la bouffe, ils ont la dalle, ils se font tirer dessus, ils ont le choix. Alors c'est soit vous crevez de faim, soit vous prenez des balles. Non, on va pas faire le boulot, quoi. On va pas venir bosser avec eux, et surtout pas avec un système comme ça, certainement pas, quoi.
Alors, Reynald, je te pose la question aussi parce qu'on a beaucoup entendu parler les temps derniers d'un nouvel organisme qui s'appelle GHF. Alors, si on traduit... Oui, si on traduit en français, donc c'est la Fondation humanitaire pour Gaza. Donc c'est bien ce que tu es en train de nous... C'est écrit. Hein. Oui. Nous, on a été avertis avant le monde entier qu'ils allaient mettre ça en place avec une proposition sur le papier. C'est super beau, hein, c'est super bien, mais il n'y a pas le droit humanitaire n'est pas respecté. Donc, c'est dans le sud de la bande de Gaza ou c'est sur Deir al-Balah. Mais les gens qui sont dans le nord, qui peuvent pas descendre, ou les gens qui sont handicapés, ou qui ont plus de jambes, ou la femme enceinte qui a 4-5 enfants, qui est veuve, qui peut pas se déplacer pour aller chercher la bouffe quand ils ont décidé de la donner, parce que ils décident quand ils veulent. Et puis il y a des systèmes de caméras pour checker les visages des gens. Donc il y a un système discriminatoire où on fait une sélection des gens qui auront à manger. Donc ces hubs que moi j'ai vu en sortant être créé il y a 2 semaines, ça a été mis en place il y a 10 jours à peine. Hein. On a vu ce système-là, de système de corridor grillagé. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi ? C'est pas comme ça qu'on fait de l'humanitaire. C'est pas. En général, on va vers les populations. C'est des humains. On n'est pas avec des chiens ou c'est pas des animaux, oui, quoi, qu'on va parquer, quoi. Mais c'est exactement ça. Hein. Et donc non, on fera jamais partie. Enfin, moi, je ferai jamais partie de ce truc-là. Hein. Non, on peut pas faire partie de ce truc-là. L'ONU a dit qu'ils le feront pas, mais toutes les ONG qui ont été sollicitées ont fait une lettre commune pour dire ça ne respecte pas le droit humanitaire. On prend parti et puis c'est militarisé, privatisé le droit militaire. Et vous voyez que c'est une catastrophe. C'est de l'amateurisme complet, oui, où les gens vont risquer leur vie, quoi. C'est n'importe quoi. C'est complètement absurde. Et puis c'est pas pour tout le monde. C'est que je viens d'expliquer, les gens qui sont handicapés, comment ils font pour aller là-bas. Il faut faire 30 ou 40 km pour certains, quoi. On va vers, en général, on va vers la population. C'est pas à la population de venir chercher et de se battre. On a vu des personnes qui venaient chercher la nourriture et qui repartaient et qui se faisaient tirer dessus par des bandes armées qui apparemment sont payées aussi par Israël. Ça, je sais pas, mais le souci, c'est qu'ils ont toutes les chances de se faire attaquer par d'autres personnes parce qu'il y a la criminalité. Et puis les gens, certains sont armés. Il y a des groupes criminels qui existent, qui sont instrumentalisé ou pas instrumentalisé, j'en sais rien, c'est pas moi de le dire, mais le fait est que oui, ces gens-là, même s'ils arrivent avec leurs 2 caisses, là, retourner à leur tente à 10 ou 15 km plus tard, ils ont toutes les chances de se faire attaquer sur le trajet, bien sûr. Bah oui, ça arrive, oui. Puis ils arrivent avec de la bouffe, les gens ont la dalle, donc ils vont forcément attaquer. La faim, ça rend débile, hein, ça rend fou. Donc on peut dire que c'est une tuerie, on peut dire que c'est un génocide. Moi, je me permets d'employer ce mot-là. Je sais que toi, tu es neutre, mais c'est un génocide. Et la communauté internationale, c'est un silence qui est assourdissant. On a vu que les États-Unis avaient refusé une résolution de l'ONU hier, et pour autant, on n'entend pas, on ne voit pas de choses qui... Devant cette urgence, on ne voit pas la communauté internationale. C'est insupportable. Que faire ? Faire comme nous, on fait le boulot. Nous au moins, on fait le boulot. Les ONG, on est sur place. Les Nations Unies sont aussi sur place et essaient de faire le boulot. Je sais pas, j'ai pas de réponse. Est-ce que tu retournerais, Reynald, de là-bas ? Oui. Oui. Oui, parce que moi, je suis contre tout ce qui se fait maintenant dans le monde. On perd notre humanité à ne pas vouloir aider. On perd notre humanité à rien faire. On perd notre humanité. C'est ce qu'on perd jour le jour. On perd notre humanité à accepter ce qui se passe. Et que ce soit là ou ailleurs, hein. Mais est-ce que on a vraiment un exemple de quelque chose qui est, je sais pas, j'ai plus les mots pour le dire. C'est un cauchemar à la télé où tout le monde accepte. Et moi, ma seule façon de dire fuck you, moi, c'est d'y aller, c'est tout, oui, et puis de faire du boulot, parce que j'ai pas envie d'être associé à. C'est terrible. J'ai pas envie. MSF, nous, on est là pour aider ceux qui ont le plus besoin, et c'est ceux-là, quoi. Si c'était demain Israël, on irait aider Israël. Malheureusement, on devrait le faire, parce que j'ai pas vraiment envie d'aller les aider, hein, après ce que j'ai vu, ce qu'ils font. Mais oui, non, je le ferai. Parce que il y a des gens qui souffrent, et les gens qui souffrent, ils ont droit à une aide. C'est le minimum d'humanité et de respect qu'on doit à un être humain.
Qu'ils soient musulmans, juifs, catholiques, j'en ai rien à foutre, quoi. C'est pas mon problème, moi. C'est un humain qui souffre et qui a besoin d'aide, c'est tout, quoi. Et on perd là, quoi. Ça devient un show, quoi. C'est un show télévisé. Et on s'habille, et la communauté internationale presque s'habitue à voir des enfants crever, se battre de la nourriture. C'est pas nouveau, quoi. C'est ça le truc. Mais là, ça prend des proportions quand même colossales. Et puis on voit qu'il n'y a que les ONG ou certains pouvoirs publics, pas pouvoirs publics, pardon, mais les sociétés civiles qui se mobilisent. C'est tout. Bon, devant les États, on verra. J'espère qu'ils vont agir. Oui. C'est difficile, je pense, pour toi de rester neutre, parce que tu nous as dit tu travailles pour MSF et une des caractéristiques, et c'est tout à son honneur, MSF reste neutre, elle n'est ni du côté des victimes, ni du côté des belligérants, elle est du côté des victimes, des gens qui souffrent. Oui, mon mot était mal choisi, je voulais dire ni du côté de ceux qui sont attaqués, ni du côté des attaquants, elle est du côté des gens qui souffrent. Mais on sent une colère contenue dans ta voix, dans tes paroles. C'est la colère de tous ceux qui sont allés sur place. Vous avez Tom Fletcher, qui est le représentant de l'ONU au Gaza, c'est pareil. Il le dit avec des mots peut-être parfois plus crus que moi. Hein. Oui. Donc non, on est outré, on est scandalisé par le fait que ça puisse continuer, que ce soit là ou au Soudan, où tout le monde s'en fout. Hein. Ouais. Donc parce que c'est des Africains, c'est habitué, on est habitué, quoi. Ils sont habitués eux-mêmes, quoi. C'est pas très, on va pas aller régler leurs problèmes, mais c'est pas le problème d'aller régler leurs problèmes politiques, parce que nous, comme j'ai dit, on est neutre. On n'est pas là pour régler leurs problèmes politiques. On est là pour éviter que les populations qui n'ont rien demandé, qui sont victimes en première ligne, soient protégées. C'est la première chose, quoi. Et qu'elles aient les soins auxquels on a droit en France. On a le droit aux soins. On va se plaindre auprès du médecin si on n'a pas tel ou tel médicament, si on n'a pas telle ou telle opération. On a le droit, et heureusement. Mais la plupart du monde entier, ils n'ont pas de droit, aucun droit, quoi. Et le fait d'être là-bas, les humanitaires, vous êtes un peu un bouclier de paix. Je sais pas, hein, parce que on se fait tirer dessus aussi. Hein. Oui. Mais bien sûr. Non, on n'est pas un bouclier de paix, mais on évite qu'il y ait plus de pertes, c'est tout, quoi. C'est ça, c'est ce que je voulais dire en fait. Oui. Parce que c'est pas avec la Gaza Foundation humanitaire qui donne que de la bouffe. Hein. Si nous on était tous virés, là on est vraiment, je vous ai dit, en équipe minimum, quoi. Là, j'ai une collègue qui attend à Amman depuis 2 semaines, quoi. Elle devait me remplacer, donc elle est toujours coincée à Amman, elle peut pas rentrer. Soit parce que les équipes MSF estiment que c'est trop dangereux pour elle de rentrer. Donc il y a une collègue qui a déjà pris ma relève une fois que je suis parti, mais qui était dans le nord, qui est descendue dans le sud, dans le nord de Gaza, qui est descendue dans le sud de Gaza pour reprendre mes activités. Donc maintenant on est 3, ils sont 3 personnes pour faire le boulot, donc on n'était que 2. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Donc les humanitaires attendent à Amman. Et est-ce que là, à ce moment-là, je ne sais pas si toi, tu as attendu aussi avant de rentrer sur Gaza, est-ce qu'on trie un peu comment ça se passe avec les Israéliens? Comment ils arrivent à vous faire rentrer? Est-ce qu'on trie aussi en fonction du pays d'origine? Qu'est-ce qui se passe au niveau des humanitaires? Il y a des ondits, donc je ne peux pas confirmer. Il y a des ondits. Mais l'Espagne est très, très, très proactive à être contre Israël. L'Irlande également, la Norvège également. Donc, nous, ce qu'on a vu, c'est que certains de nos collègues, du fait de leur origine, n'ont pas pu rentrer. Mais on ne peut pas tirer une conclusion en disant, oui, c'est parce que... on trie. Mais forcément, Israël contrôle qui rentre et qui sort. Donc, ils peuvent décider qui rentre et qui sort sans vous donner quelque que soit information d'avance. Donc vous pouvez très bien arriver à Al-Nambi, qui est le point de contrôle entre la Jordanie et Israël, et puis on vous dit non, vous rentrez pas, toi tu rentres pas, toi tu te casses, quoi. Ils sont pas spécialement, ils sont professionnels, mais ils sont pas spécialement disons accueillants. Pas vraiment accueillants. Non, on comprend. Mais même pour partir aussi, apparemment, tu as mis beaucoup de temps à repartir de Gaza. Ouais, on est parti à 10h le matin en voiture. On a mis 7 heures pour sortir, pour faire 25 bornes, quoi. Donc, c'est pour vous dire. Et puis, l'arrivée, pareil, à la frontière qui c'est Kerem Shalom. C'est pas vraiment, c'est un checkpoint, quoi. C'est pas un poste frontière, c'est un checkpoint où pareil, on est
traités comme du bétail, quoi. Il n'y a pas beaucoup de respect de la part des armées israéliennes envers du travail qu'on fait ou des personnes qu'on est. Ils vont être pros, mais par contre, ils ne nous respectent pas, quoi. Alors, ça se traduit. Ça, c'est irritant parce qu'on fait le boulot. Hein. Je voulais revenir pour la Gaza Foundation. Si nous, on n'était pas là, la bouffe, on a moyen. Il y a plein d'organismes sur place qui sont capables de faire le boulot, hein, de faire de la distribution beaucoup mieux qu'eux. Et eux, ils font pas de médical, quoi. Donc, et les besoins médicaux sont colossaux, quoi. Donc, si moi j'attends que Gaza Foundation, Humanitarian Foundation, je sais pas ce que c'est leur merde, parce que c'est vraiment une merde. Je suis désolé de le dire. Si on les laisse faire, ça va être une catastrophe. C'est déjà une catastrophe. Une catastrophe provoquée. Donc, si on les laisse faire, ils sont dépendants de nous. C'est pour ça aussi qu'on n'est pas des boucliers, mais ils sont dépendants de nous. C'est pour ça qu'ils nous laissent rentrer là-dedans et qu'ils nous laissent faire le boulot, quoi. Mais, et ces retards sur les points de contrôle dont tu parlais, ça se traduit par quoi? Donc, on vous fait attendre, on vérifie vos papiers plusieurs fois, on vous... concrètement, comment ça se passe si tu as un petit moment pour... Déjà, moi, je suis sur une liste. Alors, pour expliquer, quand on rentre, par exemple, on est sur des listes. On est 22 à 23 personnes pour rentrer. Pas que des MSF, c'est des convois ONU. Donc, on est déjà sur une liste prévue pour telle journée. C'est-à-dire que moi, si je rentre tel jour, je devais rentrer le 25 mars à la base. Je peux pas rentrer le 26 ou le 27. C'est les mardis et les jeudis. Basta. Si les Israéliens sont à un moment dans des combats avec des groupes armés, ils peuvent retarder le moment de rentrée, soit de 3 jours. Des fois, ils font des mouvements supplémentaires parce que ça a tellement un impact ou parce que l'ONU arrive à faire du pressing. Mais sinon, non. C'est vraiment eux qui commandent qui va rentrer, quand vous allez rentrer et à quel moment vous allez rentrer et à quel moment vous allez sortir également. On est dépendant d'eux. Parce qu'ils contrôlent tout le tour de Gaza et puis surtout ils contrôlent l'accès. Avant on pouvait rentrer par Rafah, mais pareil il fallait aussi montrer pas de blanche. Donc vous êtes sur une liste et puis si vous avez le malheur d'avoir été trop actif sur les réseaux sociaux, d'être pro-palestinien, moi la cause palestinienne je suis neutre, ça m'est égal quoi. Donc je suis pas sur les réseaux sociaux, donc ils ont rien à se mettre sous la dent nous concernant quoi. Donc tant qu'ils ne trouvent rien, ils vous laissent rentrer, quoi. Mais ils peuvent très bien faire leur sélection, quoi. Donc, c'est ce que nous disent MSF. Soyez pas actifs sur les réseaux sociaux, évitez les critères, la critique en général, ou d'être dans des manifestations pro-palestiniennes ou des choses comme ça, quoi. Moi, la cause palestinienne, c'est pas ma cause, quoi. Ça m'est égal. Donc, ma cause, c'est des gens qui ont besoin, basta. Donc, quand vous avez passé en Jordanie, vous passez un poste frontière, ça se passe très bien en général. Et puis vous arrivez en Israël, pareil, en général ça se passe bien, mais ça prend du temps, quoi. Puis ils checkent tous les passeports, ils checkent tous vos bagages, et puis dès qu'il y a un petit truc qui leur plaît pas, bon, ils le jettent ou ils nous demandent exactement ce que c'est, quoi. Donc il faut montrer patte blanche, quoi. Mais en général ça se passe assez bien parce qu'on est briefé, on n'emporte pas n'importe quoi non plus, quoi. Mais vous avez le droit d'emmener 3 kilos de bouffe, pas de plus. Si vous avez plus, ils vous prennent. Vous savez pas, c'est impossible de savoir comment vous allez à quelle sauce vous allez être mangé quand vous allez arriver au poste frontière. Donc ils peuvent très bien vous faire attendre ou pas. Pour la sortie, c'était pareil, on était obligé à la sortie. On est passé par une nouvelle route qui longe toute la côte, mais on passait dans des zones de combat et dans des zones stratégiques d'Israël. Donc ils nous font attendre à des holding points, des points d'attente où vous pouvez attendre pendant 2 heures. Vous ne pouvez pas sortir de la voiture. Donc on a fait 7 heures dans la bagnole. Vous ne pouvez pas épicer, vous ne pouvez pas prendre l'air, quoi. Donc ils ont intérêt à avoir fait pipi avant ou avoir une bouteille vide, hein, parce que vraiment c'est compliqué. Et ouais, c'était la plus grosse frayeur, parce que ça tape à droite à gauche. Mais un exemple, c'est pour une évacuation médicale. Ils ont fait attendre une personne qui est quand même en évacuation médicale, donc qui est un malade. Hein. Ils l'ont fait attendre plus de 24 heures dans des zones de combat. Donc ça c'est un fait, c'est pas que j'invente pas, quoi. On est informé de ça, nous. On a plus d'infos que vous avez, quoi. N'importe quelle agence presse, mais on sait qu'ils font ce genre de choses, quoi. Et c'est pour rendre les choses compliquées et faire peur aussi, parce qu'ils vous intimident, quoi. Il y a une façon d'intimider les gens qui rentrent et qui sortent pour pas savoir ce qui va vous arriver, quoi. Et, après, c'est pas dangereux. Ils sont un convoi humanitaire, de l'ONU. Si on se faisait tous tirer comme des lapins,
Ils ont déjà pas mal de casseroles aux fesses, les Israéliens. Ils ont tué 14 secouristes il y a à peine 3 mois. Ils savaient pas trop comment s'en tirer. S'ils tuent encore plein d'humanitaires internationaux, ça va être compliqué à expliquer, quoi. Alors que c'est eux qui sont responsables de notre sécurité quand on rentre et quand on sort. Mais par contre, ils vont pas nous rendre la chose facile, quoi. C'est un peu la chose, quoi. Une dernière question, Anne, si tu as. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est très intéressant d'entendre parler de la neutralité que tu as, et j'admire ta capacité à la garder, malgré tout ce que tu as vécu, malgré cette colère intérieure que tu as. C'est vraiment chapeau. Et je comprends l'importance, effectivement, de vous tenir à carreau quand vous êtes chez vous, et de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Mais il faut le faire. Bravo, mais vraiment. Reynald, tu forces le respect, parce que ce qui est le plus important pour toi, c'est l'homme, et c'est aller au-devant des hommes qui souffrent. C'est ça ton leitmotiv, depuis tout petit, je crois. Ouais. Depuis que j'ai vécu en Haïti, que j'ai vu des copains à l'école mourir, non, c'est pas acceptable, quoi. Quand on peut faire une différence, et que la différence n'est pas compliquée, hein. Là, je prends pour Gaza encore, il suffit d'ouvrir des frontières, nous c'est faire le boulot, il y aurait beaucoup moins de morts, c'est tout. Il y a des gens qui seraient pas dans la souffrance parce qu'ils n'ont pas bouffé, quoi. Et oui. D'où. Alors, Reynald, merci. Tu nous avais expliqué dans la précédente rencontre que nous avons eue, quand nous t'avions reçu toi-même dans le studio, tu nous avais expliqué un petit peu ton histoire avec Haïti, avec ta famille, Marie-Claire et Jean-François, hein, qui sont très présents, même s'ils ne sont pas là physiquement. J'encourage même nos auditrices et nos auditeurs à réécouter, si ce n'est fait, les podcasts de la précédente émission, qui était consacrée à tes 2 premières missions à Gaza. Voilà, eh bien... Moi, je voudrais, avant de conclure, dire aux auditeurs, parce que nous, on fait rien à côté de quelqu'un comme Reynald, on est vraiment des tout-petits, on peut pas faire grand-chose. Il y a par contre des pétitions qui sont en ligne, et une qui vient d'être faite par des Rennais qui vont à Gaza régulièrement. C'est par l'intermédiaire de change.org, et c'est laisser entrer les humanitaires. Voilà, les pétitions, je sais pas si ça peut faire grand-chose, mais... c'est déjà un petit geste. Le principe de se mobiliser, c'est ce que je disais auparavant, les ONG, les sociétés civiles se mobilisent, et c'est un exemple, quoi, qu'on parle avec Radio Laser ou en podcast, ou toutes les interviews que j'ai pu faire quand j'étais sur place avec les journalistes qui n'ont pas le droit de rentrer, hein, on n'a toujours pas le droit de rentrer, c'est aussi un crime. C'est important, parce que on n'accepte pas, quoi, c'est tout. Que les gouvernements, pour des raisons particulières, n'agissent pas, ça ne veut pas dire que les populations acceptent. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas. Donc, malgré tout, on ne peut pas tous rentrer à Gaza, et tout le monde n'est pas capable de rentrer à Gaza. Et on peut se mobiliser quand même. On peut se mobiliser, donc, et puis, que ce soit pour Gaza ou pour d'autres causes, quoi. Et le faire savoir. C'est les sociétés civiles qui font une différence. En tout cas, merci beaucoup, 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 Reynald, et prends soin de toi ainsi que de ta femme et de tes 2 fils. Profite un peu d'eux avant peut-être de repartir. Merci Reynald, merci à... Nous sommes toujours en lien, hein, nous retrouverons, je pense, j'espère. Merci à nos auditrices et à nos auditeurs, et donc, vive les personnes qui, comme toi, nous font croire à l'humanité. Ouais, et bravo à mes collègues nationaux, parce que c'est... Il y en a 1500 qui sont déjà morts, hein, pour faire leur boulot. On pense à eux. Au revoir Reynald. Merci Reynald. Merci.